Donc, merci à tout le monde d'être là pour ce dernier cours de cette année sur le sujet de l'ADN égoïste et l'épigénétique. Donc aujourd'hui, ça va être un petit peu un marathon. Donc, je vous prie de m'excuser si je n'arrive pas à faire les dernières diapositives. Je sens que ça va être juste, mais tout sera là. Donc, pour les amateurs des éléments transposables et de l'évolution, vous allez avoir l'information si je suis obligée de couper quelques diapos à la fin. Voilà, donc un bref résumé de ce dont on a parlé la semaine dernière. On a parlé de la contribution éventuelle des éléments transposables aux maladies et pathologies, et puis aussi leur contribution au mosaïcisme somatique qu'on peut trouver et qui était assez inattendu, mais qui finalement est beaucoup plus répandu qu'on imaginait. Surtout certains éléments qui sont encore actifs et mobiles, qui peuvent bouger dans le cerveau. Donc on a parlé pas mal du cerveau, de la capacité des éléments line chez les mammifères et aussi chez la mouche drosophile de bouger, d'être activé au cours du développement cérébral et même chez l'adulte. Et surtout dans certaines parties du cerveau, l'hippocampe. Et donc, il y a pas mal d'études en cours pour essayer de voir s'il y a un lien avec des processus normaux ou anormaux. Mais je voulais quand même vous rassurer, parce qu'à la fin du cours, il y a plusieurs personnes qui sont venues me voir en disant « Ah là là, c'est affolant, tous ces mouvements dans chacun d'entre nous. » Et ça peut donner des idées, peut-être. Mais en fait, je vous rassure, même si c'est quand même beaucoup plus fréquent qu'on imaginait, la fréquence est quand même assez limitée. Et dans la très, très grande majorité des cas, elle n'a aucune conséquence. C'est en général les cellules neuronales qui ne se divisent plus. Alors, bien sûr, il peut y avoir des conséquences parfois, mais nous ne pensons pas que c'est un point, je dirais, extrêmement important ou majeur dans la genèse des maladies. Ceci dit, les études sont en cours pour voir à quel point ce type d'événement peut contribuer. Voilà, mais en tout cas, ça démontrait à quel point ces éléments transposables font partie de la physiologie de chaque individu, du développement. Je vous avais parlé beaucoup du développement les semaines précédentes. Et aujourd'hui, donc, je vais vous parler plus sur leur contribution à long terme, c'est à travers les générations et au cours de l'évolution. Donc, et là, en général, c'est les effets bénéfiques qu'on va souligner ou neutres. Mais en tout cas, j'espère que je vais pouvoir vous convaincre que ces éléments transposables sont capables de contribuer et de même accélérer l'évolution, les processus évolutifs, grâce à la diversité génétique et phénotypique qu'ils peuvent apporter. Donc, je vous remontre deux exemples que j'avais montrés lors du tout premier cours. La présence, l'insertion d'un élément transposable a été la base de l'apparence des vignes chardonnay. Donc, je pense que ça, c'est quelque chose qui était assez surprenant, mais pourquoi pas, effectivement, c'est la diversité génétique. Une intégration d'un rétroélément qui finalement, dans un fond, on va dire, cabernet, change complètement les vignes pour produire du chardonnay. Et que la réversion, et ça c'est aussi la spécialité de ces éléments mobiles, c'est qu'ils peuvent se dupliquer et aussi se déléter par la présence, ici vous voyez les deux petites flèches rouges, des séquences identiques. Et une récombinaison peut faire en sorte qu'on a une délétion de cette région. Et donc, on peut avoir une réversion partielle du phénotype, pas totale, mais partielle. Et donc, ça génère encore une autre variété de vignes.
Donc voilà, ce sont, là, c'est très, enfin, pas darwinien, mais ça me rappelle beaucoup l'origine des espèces de Darwin, parce que ici, c'est l'homme, en fait, qui sélectionne ce qui lui convient parmi ce qui a été produit par la nature, par la génétique. Et alors ici, je vous montre l'autre exemple, où là, c'est l'homme, mais sans vouloir faire, mais c'est exemple des papillons de nuit où dans la partie nord de l'Angleterre, qui était très polluée à cause de l'époque industrielle, il est apparu des papillons de nuit qui avaient une coloration beaucoup plus foncée. Et là aussi, il s'agit de la présence d'un rétroélément qui a été inséré dans le gène qui est impliqué dans la pigmentation de ces individus. Et ici, effectivement, la présence de cet élément dans le génome d'un individu a donné un avantage parce que ces papillons de nuit plus sombres pouvaient mieux se cacher, on va dire des prédateurs sans doute, dans une Angleterre bien noire. Voilà. Donc, deux exemples où l'évolution est en cours, est en train d'être présent. Et alors, le cours sur l'épigénétique fait que je dois vous rappeler que ces éléments transposables, très souvent, sont inactivés ou peuvent être inactivés épigénétiquement. Et ça conduit à ce qu'on appelle les épiallèles. Donc, deux individus qui ont le même ADN, donc le même gène associé à un élément transposable, et en fonction de l'état épigénétique de cet élément transposable, il est toujours présent, mais il peut être soit actif, soit inactif, il peut influencer le phénotype. Donc là, on appelle ça des épiallèles. Donc la séquence de l'ADN n'a pas changé, mais épigénétiquement, il y a des différences. Et on connaît, je vous avais déjà cité beaucoup de fois les cas d'agoutis et dans le monde végétal aussi, plusieurs exemples de ce type d'épiallèle qui peut être stable au cours des générations, mais qui peut varier d'un individu à l'autre et qui peut être influencé par la nutrition. Et alors là, la question, c'est est-ce que ces épiallèles peuvent être utilisés au cours de l'évolution? Est-ce qu'ils ont un avantage? Est-ce que ça peut être sélectionné? Donc là, je vais vous laisser juger à la fin du cours, mais finalement, ces épiallèles peuvent avoir un avantage dans leur présence, mais est-ce qu'ils sont vraiment la matière sur laquelle, on va dire, travaille l'évolution? C'est, je pense, encore une question qui reste totalement ouverte. Donc, pour vous rappeler, ces éléments transposables, c'est des éléments mobiles qui peuvent sauter. On l'appelle aussi ADN égoïste parce qu'il va se propager pour ses propres intérêts, mais avec un impact bien sûr sur le hôte. Donc, c'est des séquences d'ADN qui peuvent passer soit par une phase ARN pour leur application, soit juste par l'ADN. Je ne vais pas reprendre tout ça. On les appelle aussi des parasites. Ils sont semblables à des virus, mais ce n'est pas des virus. Ils sont peut-être dérivés des virus ou ils peuvent donner lieu à des virus, mais en fait, ils sont endogènes. Ils restent à l'intérieur de l'organisme et du génome dans lequel ils arrivent, et donc ils peuvent bouger de manière indépendante. Donc, ils sont en défiance des règles, on va dire, classiques de la génétique, parce qu'effectivement, ils peuvent bouger et donc générer apparemment des nouveautés qui ne sont pas attendues par les lois de Mendel, mais quand on regarde bien, une fois insérés, ils peuvent effectivement être stablement présents et donc sujets aux sélections au cours de l'évolution. Donc je vous rappelle que notre génome, enfin la plupart des génomes eucaryotes sont vraiment remplis de ces éléments transposables. Ici en rouge, vous voyez deux parties de deux chromosomes humains. Et en rouge, vous voyez, chaque ligne, c'est un élément transposable ou une partie d'un élément transposable. Et en bleu, vous voyez les parties codantes du génome, donc les parties des gènes qui peuvent produire des protéines. Alors, bien sûr, les éléments transposables aussi peuvent produire des protéines, mais la plupart, en fait, ne sont pas aptes à le faire. Et le génome est littéralement envahi par la présence de ces éléments. Il y a
mais comme vous voyez, très souvent, une déplétion justement là où il y a les parties exoniques, les parties des gènes qui codent pour des protéines. Mais donc, ces populations d'éléments transposables qui sont présents peuvent évoluer juste par simple mutation d'ADN de manière assez neutre, et peuvent être aussi contre-sélectionnés activement. Si un élément transposable arrive dans une région où il y a un désavantage immédiat pour l'individu, évidemment, ça sera la fin, on va dire, de vie de cet élément. Donc très souvent, effectivement, on ne les trouve pas dans les parties codantes des gènes. Et Lott a développé donc plusieurs stratégies pour se combattre contre la présence de ces éléments. Donc on a parlé de cette course aux armes, on appelle même la reine rouge le Red Queen Interaction, donc une adaptation et un échappement de ces éléments qui est toujours là au cours du temps. Pour les éléments qui sont présents et qui sont encore actifs, c'est quelque chose qui est toujours en cours, mais ils font partie intime des génomes et ne sont pas juste des reliques qui n'ont aucun sens ou utilité, contrairement à ce qui a été évoqué dans les années 70, où ce nom ADN poubelle a été évoqué. Et ils sont capables, comme vous allez le voir, j'espère, d'être très utiles pour l'innovation requise au cours de l'évolution. Donc voilà, je vous rappelle cette mythe de l'ADN poubelle. Donc on continue à l'appeler ADN poubelle, mais maintenant nous réalisons qu'effectivement cet ADN poubelle qui est rempli de ces éléments transposables de leurs fossiles est une force majeure pour l'évolution. Parce que ces éléments peuvent bien sûr créer des nouveaux gènes. Je vous avais déjà décrit quelques exemples, comme la syncytine et les gènes RAG1 et RAG2 qui sont importants pour notre système immunitaire. Mais ils peuvent aussi influencer les gènes à côté et jouer des rôles de régulation des régulateurs, comme vous allez le voir. On a déjà discuté un petit peu de ça, mais c'est clair que ça, c'est vraiment, je dirais, la matière principale de l'évolution pour peut-être la spéciation. Vous allez voir, pour la révélation des espèces, on pense qu'effectivement, les éléments transposables peuvent jouer un rôle important. Donc, ils peuvent avoir un effet mutagénique. Et ils peuvent, parce qu'ils attirent cette machinerie épigénétique, parce qu'effectivement, leur activité incontrôlée est totalement désastreuse pour un individu. Donc, toutes ces manières de les verrouiller au cours du développement et dans la ligne germinale font qu'ils ont cette machinerie épigénétique qui peut être défaite dans certains contextes. Donc, ils sont sensibles aussi à l'environnement et je vais vous montrer quelques exemples de ça aujourd'hui. Et donc, ces différentes caractéristiques font qu'ils peuvent contribuer, bien sûr, à une variation phénotypique qui, dans une population, peut avoir finalement un impact adaptatif, dans certains cas, on pense, et qui peuvent éventuellement contribuer à l'apparition des espèces. Donc, je voulais juste reprendre un peu le cycle de vie très très schématiquement des familles d'éléments transposables pour vous rappeler qu'effectivement, quand un nouveau élément apparaît, en général, s'il n'est pas reconnu à temps, il peut proliférer dans un individu. Il y aura toujours une perte de certaines des éléments et de certains individus, mais il y aura une prolifération au sein d'une population, si ce n'est pas catastrophique, mais avec un contrôle qui commence à arriver déjà via les processus RNAi dont je vous avais parlé, qui sont là quasiment chez tous les eucaryotes, justement pour surveiller cet ADN étranger qu'il faut contrôler. Mais petit à petit, ces contrôles via l'RNAi et aussi ensuite via les fameuses protéines Krabs-Zinc-Finger, en tout cas chez les vertébrés, vont petit à petit les réprimer. Et ces éléments donc, vont aussi être mutés, parce que la plupart des éléments qui intègrent en fait au cours d'une
on va dire une explosion de prolifération, on pense sont mutés très vite. Donc en fait, on a une accumulation de ces éléments qui sont plus ou moins actifs, mais plutôt mutés petit à petit. Et en fait, le hôte peut profiter de ces éléments si elles sont utiles. Et ces éléments peuvent persister dans une population avec des avantages éventuels ou sans avantage et donc présent et éventuellement perdu ou muté. Et donc, on sait maintenant qu'effectivement, cette mise en place de guerre, les armes de l'hôte versus la capacité de ces éléments de se muter et donc de proliférer un petit peu et être ensuite réprimés, participe, on pense, à l'évolution, peuvent être sujets à une sélection positive ou à une élimination, et donc la présence seulement de ces éléments qui ne sont pas délétères. Donc ici, je vous montre de manière très très schématique comment on imagine qu'effectivement, il y a une expansion d'un élément qui arrive au départ, ensuite mutation et élimination, et puis petit à petit contraction dans certains cas pour garder que ceux qui sont vraiment importants. Mais bien sûr, au cours de l'évolution, il y a eu beaucoup de ce type d'événements qui fait qu'effectivement nos génomes sont remplis de ces éléments qui sont soit en cours de disparition, soit disparus mais encore avec les reliques présents, ou encore présents et donc capables de générer une diversité très importante. Donc voilà, il y a des processus de naissance et de mort des éléments transposables qu'on retrouve quand on regarde la diversité des organismes. Et comme je l'ai dit, cette mort peut être soit par mutation, soit par les armes de défense du hôte, soit même par récombinaison, où les éléments peuvent être éliminés, mais ils peuvent aussi être amplifiés. Donc voilà, il y a deux manières, on pense que ces éléments peuvent utiliser pour échapper à leur extinction. Soit ils peuvent se transférer de manière horizontale, et même si ce n'est pas quelque chose qui est encore, je vais dire capté de manière très fréquente, on sait qu'il doit y avoir un transfert horizontal entre individus de temps en temps, parfois via des rétrovirus qui amènent avec eux des éléments transposables dans un nouveau hôte, mais aussi par d'autres moyens. Et donc là, ça c'est une manière d'éviter cette perte. Et l'autre manière, c'est d'avoir une collaboration avec le hôte pour minimiser ces effets. Et c'est là où il y a, on va dire, la force et la beauté de l'épigénétique, c'est de contrôler ces éléments suffisamment pour qu'il n'y ait pas trop d'endommages, mais en même temps, de leur permettre une certaine liberté. Comme ça, ils peuvent survivre et s'amplifier. Donc, les lines, en fait, c'est peut-être les éléments les plus endurants, en fait, qui sont là depuis plus que 100 millions d'années, qui ne semblent pas avoir eu un transfert horizontal, mais qui arrivent à rester présents dans divers organismes, et les mammifères en particulier. Mais parfois il y a un frein, et là je voulais quand même souligner qu'il y a certains mammifères qui n'ont plus d'éléments line actifs. Donc les chauves-souris, les méga-chauves-souris, je ne sais pas comment on dit ça en français, les mégabats, apparemment n'ont plus d'éléments line qui est encore actifs. Les éléments sont présents, mais ils sont tous, on va dire, morts. Alors ils ont d'autres transposants, donc ils arrivent à compenser autrement, mais effectivement, on peut avoir, in fine, la perte totale de la mobilité d'un élément. Donc, je vous avais encore décrit un peu les diverses stratégies des éléments transposables et du hôte à les contrôler, les éléments à bouger et à amplifier. Donc tout ça fait qu'effectivement ces éléments mobiles peuvent avoir un impact sur la taille du génome, on en a beaucoup parlé lors du premier cours. Ils peuvent changer l'organisation et la structure des génomes via des remaniements, des insertions. Ils peuvent créer une diversité génétique et épigénétique assez rapidement, si besoin, et donc contribuer à une diversité phénotypique. Donc c'est important parce qu'effectivement, ils peuvent donc contribuer à l'adaptation à des changements environnementaux, par exemple, qui pourraient être sujets à une sélection. Et
je vous avais parlé aussi de leur implication, éventuelle exaptation au cours du développement, où on voit que leur expression, pas forcément leur mobilité, mais juste l'acte de transcription de ces éléments qui ont encore leur promoteur, peut aussi éventuellement jouer un rôle pour la définition des domaines d'activation génique. Donc ça, c'était lors du troisième cours. Et ils peuvent donc influencer les gènes à côté en rajoutant des promoteurs ou en amenant donc ce qu'on appelle des enhancers, les éléments régulateurs qui peuvent influencer le moment où un gène va être exprimé et le niveau à laquelle il va être exprimé. Et aussi générer des nouveaux ARN non codants. Donc ça, ce sont des longs transcrits ou des transcrits qui peuvent être assez conséquents. Et c'est encore quelque chose qui est très débattu, à quel point ces ARN non codants jouent des rôles. Alors de plus en plus, on réalise qu'effectivement, ils peuvent jouer des rôles importants dans des individus au cours de l'évolution, et comme vous allez le voir aussi à la fin du cours aussi dans le cancer. Donc ces éléments transposables, grâce à toutes ces capacités, peuvent générer des nouveaux réseaux de régulation génique et peuvent donc générer des profils d'expression des gènes qui sont différents, pas forcément de manière dramatique, ça peut être subtil, mais suffisamment différent pour peut-être contribuer à l'évolution des espèces. Et donc, je voulais vous donner quelques exemples que je trouve intéressants moi-même. Donc, il y a un papier qui est sorti l'année dernière sur le poulpe, le génome du poulpe qui a été séquencé. Donc, je pense que vous savez que le poulpe est censé avoir beaucoup de, on va dire, des capacités neuronales, des sensibilités neuronales. Et il a été découvert qu'effectivement, en regardant les gènes qui sont présents, que certains gènes sont beaucoup plus représentés que d'autres dans ce génome par rapport à d'autres animaux proches de point de vue évolutif. Et par exemple, il y a eu une expansion massive. Alors, vous ne voyez rien ici, je suis désolée, mais en tout cas, c'est très simple. En fait, c'est les protocadérines qui sont des gènes qui codent pour des protéines qui sont importantes pour le développement neuronal et justement pour les synapses et la spécificité synaptique. Et ces protéines, donc ce n'est pas forcément une surprise, elles sont beaucoup plus diverses chez le poulpe que, par exemple, donc là, il y a, je pense, 180 différentes variants des protocadérines par rapport à l'homme. Je pense que l'humain est montré là et d'autres espèces. Donc, clairement, il y a des grandes différences. Mais alors, pourquoi je vous parle de ça aujourd'hui? C'est parce qu'il a été aussi détecté qu'il y a ces fameux facteurs zinc finger transcription factors comme les crab zinc finger. Il y a des superfamilles de ces facteurs, 1800 copies chez le poulpe, alors que chez les utériens, chez les mammifères, il y a quelques centaines. Et il a été proposé que ça corrèle très bien avec la présence d'une part donc, des spécificités de ces animaux, parce que ces facteurs de transcription régulent des gènes qui sont importants au cours du développement, mais aussi pour la répression des éléments transposables. Et donc, il a été détecté que dans le génome du poulpe, il y a des très grands remaniements qui sont liés à des expansions relativement récentes des éléments transposables. Et donc, ces expansions des éléments transposables et aussi de certains gènes comme les protocadérines semblent être liées effectivement avec ces remaniements. Et ces facteurs crab zinc finger ou les superfamilles des zinc finger proteins ont sans doute évolué ou été sélectionnés parce qu'il y a eu cette explosion de ces éléments transposables. Donc ici, il est pensé, bon, tout ça c'est très spéculatif, c'est toujours difficile avec l'évolution de prouver quoi que ce soit, mais en tout cas, ce qui est important, c'est qu'il est frappant que ce génome qui est extrêmement remanié semble être associé avec ces expansions des éléments transposables et l'association des facteurs qui sont là peut-être pour les réprimer en partie. Donc ça c'est un exemple. Donc ici
je reviens sur un schéma que je vous avais déjà montré sur la manière que les éléments transposables peuvent, au début de leur arrivée, avoir des effets délétères ou neutres ou peuvent être adaptifs. Donc ici, c'est un gène. En jaune, c'est l'élément transposable qui arrive. Et comme je l'ai déjà dit, ces éléments peuvent ensuite être utilisés au cours de l'évolution pour des fins spécifiques aux hôtes. Et donc, je vais vous montrer un exemple de ça, ou plusieurs exemples en fait. Ici, je résume un peu les réflexions des chercheurs qui ont maintenant séquencé plusieurs génomes et regardé de manière spécifique dans différentes espèces comment les éléments transposables qui sont présents ou leurs hélices corrèlent avec les sites de fixation des facteurs de transcription, comme les facteurs de pluripotence dont je vous ai déjà parlé. Et d'autres facteurs qui sont importants, comme la protéine P53, qui est aussi très impliquée dans le cancer. On en a beaucoup parlé l'année dernière. Les facteurs comme CTCF, qui est un facteur, on va dire, d'architecture, peut-être du génome. Donc, il semblerait que toutes ces protéines reconnaissent dans la séquence de l'ADN des sites qui pourraient éventuellement être apportés par des éléments transposables. Donc, en fait, l'idée, c'est que peut-être ces éléments transposables peuvent, quand il y a on va dire une invasion ou une amplification de certains éléments, peuvent ajouter ces séquences un peu partout dans le génome qui peuvent ou pas ensuite être soumises à une sélection s'ils sont utiles pour le gène à côté. Et le gène à côté peut être en fait pas si proche que ça, peut être à plusieurs centaines de kilobases. Mais ces éléments qui fixent ces facteurs pourraient ensuite être utilisés justement pour réguler de manière très spécifique les gènes au cours du développement et au cours de l'organogénèse. Et comme je l'ai déjà souligné, ces éléments peuvent apporter des sites de fixation des facteurs de transcription qui peuvent aussi être des facteurs qui peuvent recruter ensuite Cap1, TRIM28, donc qui peuvent apporter une machinerie de répression. Donc là, vous voyez comment on peut apporter du matériel pour réguler un gène de manière assez spécifique et la machinerie pour réprimer cette expression. Donc c'est une manière, je dirais, assez fine d'élaborer un programme génétique développemental ou chez l'adulte aussi, comme je l'ai décrit la semaine dernière pour ce qui se passe dans le cerveau. Et donc, je voulais vous dire qu'il est même prédit maintenant, grâce à ce type d'études où on regarde le génome et l'épigénome et les facteurs de transcription qui sont associés dans différents types de tissus et l'état chromatinien, il est proposé même que beaucoup des séquences qui sont spécifiques pour les primates, en fait, sont dérivées de ce type de traces, on va dire, d'éléments. Donc voilà, ça c'est la diapositive que je vous avais montrée souvent, mais pour ceux qui ne sont pas venus à d'autres cours, je vous le rappelle. Donc à partir de ce schéma très très simple où les gènes sont présents avec, on va dire, des grands étendues d'ADN poubelle, effectivement, cet ADN poubelle est rempli de ces sites de fixation de facteurs qui sont très souvent dérivés d'ex-éléments transposables. Et donc, ça nous rappelle le message de Barbara McClintock il y a tant d'années où elle avait proposé qu'effectivement, les éléments qu'elle avait découverts qui pouvaient bouger pourraient même être des contrôleurs de l'expression génique. Et donc, un autre exemple très récent qui a été publié, que je voulais souligner, donc le groupe de Johanna Wisoka a étudié la manière que le crête neural est établi entre l'homme et le chimpanzé. Alors, bien sûr, on ne peut pas faire des expériences si facilement in vivo chez l'homme ni chez les chimpanzés, mais maintenant, grâce aux cellules pluripotentes induites, les IPS, nous pouvons générer des cellules IPS à partir de l'humain ou à partir des chimpanzés. Elles sont pluripotentes et avec le bon cocktail de facteurs, nous pouvons maintenant les différencier pour générer
des cellules du crête neurale et en particulier les cellules crâniales, c'est-à-dire les cellules qui vont former le visage et la tête. Et donc, en fait, ces expériences qui sont établies depuis plusieurs années les ont permis de générer des populations relativement pures de ces cellules crâniales, crête neurale, je ne sais pas comment dire ça en français, mais c'est CNCC, ils les appellent pour faciliter. Et ils ont fait donc des études épigénomiques. Donc, qu'est-ce que c'est l'épigénomique? C'est regarder les modifications des histones, regarder aussi l'accessibilité de la chromatine et utiliser des marques, des modifications de la chromatine que nous savons sont très souvent associées avec les éléments enhancers, ces fameux éléments régulateurs. Et donc en regardant les cartes épigénomiques à partir des cellules de chimpanzés et des cellules humaines, ils ont comparé, parce que j'ai oublié de le dire, mais nos génomes sont quand même très très proches, chimpanzés et hommes. Il n'y a vraiment pas énormément de différences. Mais donc la question c'est est-ce que ces détails de différence qui sont présents entre nous peuvent se retrouver dans ces éléments régulateurs? Et effectivement, en faisant ce type d'études, ils ont trouvé, ici vous voyez en vert, c'est l'enrichissement des modifications de la chromatine qui peuvent identifier ces fameux enhancers. Et ils trouvent des enhancers qui sont communs entre les deux, entre hommes et chimpanzés. Et ils trouvent aussi des enhancers qui semblent plus spécifiques, soit à l'homme, soit au chimpanzé. Donc ça veut dire que le gène à côté, qui lui est bien sûr là, bien conservé, ils peuvent quand même être plus ou moins exprimés entre les deux espèces. Donc l'idée, c'est qu'il y a une panoplie de gènes, bien sûr, qui sont importants pour le développement, mais les subtilités d'expression de ces gènes peuvent être influencées par ces éléments. Et donc, quand ils ont regardé de quoi il s'agit au niveau de ces enhancers, qui sont biaisés entre les espèces, soit plutôt présents chez l'homme, soit chez les chimpanzés. Donc ici, bon, je ne veux pas rentrer dans les détails, je viens de vous décrire cette partie-là. Donc, ils regardent en fait qu'est-ce qui se passe au niveau des enhancers qui sont divergents. Et ici, je vous montre simplement toutes les marques chromatiniennes qu'ils ont regardées, qui sont caractéristiques des enhancers, et des protéines qui s'associent aussi. P300, par exemple, c'est un facteur qui semble être associé à des enhancers. Et donc, en fait, quand ils ont regardé entre hommes et chimpanzés, ils ont trouvé effectivement plusieurs de ces éléments. Ils ont regardé plus spécifiquement d'où il vient, quels sont les facteurs qui s'associent et quelles sont les séquences associées. Ils ont même fait des études in vivo, on va dire, ils ont fait des tests fonctionnels, ils ont pris ces éléments enhancers, ils ont testé chez la souris, cette fois-ci, en associant avec un gène LAC-Z qui code pour une protéine bleue, à quel point ces éléments régule quand même le gène correctement, on va dire, dans la bonne partie de l'animal. Parce qu'effectivement, c'était important, quand on identifie ce type d'élément, d'être sûr que c'est quand même un élément qui réellement pourrait avoir un rôle de régulation développementale spécifique. Donc, ils ont fait des tests aussi de spécificité. Et tout ça pour dire qu'effectivement, ils ont trouvé un panel d'enhancers qui sont plutôt spécifiques de l'homme, pour les mêmes gènes, ou plutôt spécifiques du chimpanzé. Et, surprise, la plupart de ces éléments enhancers qui sont enrichis soit dans une espèce, soit dans l'autre, sont associés à des classes d'éléments transposables. Donc la majorité des éléments transposables dont il s'agit sont arrivés avant la séparation des humains et des chimpanzés. L'idée, c'est qu'en fait, ensuite, ces éléments qui étaient présents étaient exploités de manière différentielle. Et donc, ils ont trouvé qu'effectivement, beaucoup de ces enhancers CNCC chevauchent avec différents types de répétitions, mais plus spécifiquement avec certains types de rétrovirus endogènes et avec les éléments L1. Et donc, en fait, ces enrichissements de sous-classes indiquent qu'effectivement, ils ont apporté les sites de fixation des facteurs de transcription spécifiques, permettant de ces éléments d'agir de manière plus forte sur le gène situé à côté dans une espèce que dans d'autres. Donc en fait, le message final de cette étude, mais qui vient aussi, il y a plusieurs études qui
indiquent, qui vont dans la même direction, c'est que ces éléments transposables participent bien dans l'évolution, la production des caractéristiques morphologiques, ici il s'agit du visage, mais qui sont spécifiques aux espèces. Alors, on va passer de l'animal aux plantes un petit peu, on va varier les plaisirs aujourd'hui. Et donc, alors les plantes, c'est là où les éléments mobiles ont été découverts, comme vous le savez. Donc, quelle est l'importance des éléments transposables chez les plantes? Alors ici, je voulais vous souligner un très joli exemple de ce paradoxe, le C-paradoxe, le fait qu'il n'y a pas de corrélation évidente entre la taille d'un génome et la complexité de l'organisme. Et ici, vous voyez une fleur japonaise qui s'appelle Paris japonica, qui a un génome énorme, presque 150 milliards de paires de bases, donc soit 50 fois plus grand que le génome humain. Et alors, bon, c'est une petite fleur, c'est joli, mais ça n'a pas l'air si compliqué que ça. Et ici à côté, je vous mets une autre fleur qui, elle est carnivore. Donc je dirais qu'elle a peut-être des capacités plus élaborées, mais le génome est tout petit. Donc le génome là est juste 82 millions de paires de bases. Et donc ça veut dire que 97% de ce génome est fait des gènes en fait. Il y a très très peu de on va dire, ADN poubelle. Donc voilà, un très joli exemple de ce paradoxe. Et je vais vous montrer maintenant comment ces changements de taille peuvent avoir lieu au cours de l'évolution. Dans le cas du riz, c'est très intéressant parce que pour le riz, nous avons la domestication récente du riz, donc l'utilisation du riz en agriculture. Et quand les chercheurs ont séquencé les génomes du riz, on va dire sauvage et du riz domestiqué, ils ont vu qu'effectivement, il y a eu une explosion, une expansion très importante de certains éléments transposables, et en particulier cet élément qui s'appelle MPING, qui, dans le riz le plus récent, effectivement, contient un très très grand nombre de ces éléments. Et ici, je vous montre différentes plantes. Là, c'est juste, on peut quantifier l'ADN sur ce qu'on appelle un Southern blot. Donc, en fait, c'est l'ADN de différents types de riz hybridés avec une sonde pour cet élément transposable. Et vous voyez que dans certaines plantes, il n'y a que quelques copies, quelques dizaines de copies, alors que dans les autres, il y a des centaines et des milliers de copies. Donc, effectivement, c'est une expansion récente qui a eu lieu. Alors, est-ce qu'il peut avoir un avantage à ce type d'expansion? Et là, les chercheurs ont publié un papier où ils ont regardé un petit peu quelles sont les conséquences, où arrivent ces éléments transposables dans cette expansion et quelles sont les caractéristiques qu'ils peuvent voir avec les gènes à côté. Et donc, il semblerait que donc dans cet exemple que je vous montre pour le riz, mais aussi chez le maïs, il a démontré que en fait, ces éléments transposables qui s'introduisent partout dans le génome et à côté des gènes dans certains cas, peuvent rendre ces gènes sensibles au stress environnemental. Donc sensibles à la chaleur, ou à la température, ou au froid, à la salinité, à la quantité de sel dans le sol, oui, et aux UV, la sensibilité aux UV, ou à la sécheresse. Donc en fait, dans le cas du riz, vous voyez ici l'insertion de ces éléments. Ici, vous voyez en rouge les nouvelles insertions, donc un très grand nombre. Et ici, différents gènes où ils ont regardé la présence de nouveaux éléments à côté du gène. Et ils ont estimé l'impact de l'expression de ces gènes dans différentes conditions. Dans le froid, dans un contexte de salinité, de plus de sel, ou en sécheresse. Et dans ce cas en particulier, ils ont trouvé que la présence de ces éléments MPING peut apporter une sensibilité, une réactivité, enfin une réaction transcriptionnelle des gènes, une sensibilité à la température et au sel, mais pas à la sécheresse.
Donc pour résumer, ils ont séquencé ce génome et ils ont séquencé 24 plantes individuelles pour voir justement où sont les nouvelles insertions qu'ils peuvent trouver. Et ils ont regardé l'impact de l'expression de ces nouveaux éléments sur 710 gènes. Un point important, c'est que clairement, ça montre que un individu, enfin un organisme, une espèce peut survivre une explosion massive d'éléments transposables. Et même si, dans le cas de ces transposants, il a tendance à plutôt cibler les régions géniques. Mais clairement, c'est quelque chose qui est tout à fait supportable. Et, comme je viens de le dire, il semblerait que la présence de ces nouveaux éléments peut rendre des gènes à côté plus sensibles à certains stress, comme la quantité de sel et la température. Et donc, plusieurs de ces nouveaux allèles qui ont été générés pourraient éventuellement faire partie donc, des nouveaux réseaux de régulation qui peuvent, je pense que vous le voyez tout de suite, peuvent être adaptifs. Donc voilà, la question maintenant, ça c'est, ils ont capté, je dirais, in situ le processus. La question c'est, est-ce que dans quelques millions d'années, on va voir qu'il y a eu une sélection naturelle sur ces nouveaux allèles? Ça c'est la grande question. Mais en tout cas, je pense que c'est intéressant de voir qu'effectivement, ces éléments transposables peuvent apporter une sensibilité à l'environnement et donc créer une variabilité phénotypique dans des conditions de stress éventuelles. Et alors les chercheurs, donc là on va changer de plante. Maintenant il s'agit de la plante modèle, l'arabette des dames ou Arabidopsis. Et là, une étude qui a été faite ici à Paris, dans le laboratoire de Vincent Collot, que je connais bien. Ils ont pris donc l'arabette, où les génomes, il y a eu 1001 génomes d'arabette séquencés, donc c'est différentes accessions qui viennent de partout dans le monde, et ils ont regardé quels sont les éléments transposables présents, et en particulier les éléments qui sont encore actifs, c'est-à-dire qui montrent des insertions des nouvelles insertions démontrant une activité encore présente. Et donc, ils ont pu constater, en regardant donc, ces 100 000 génomes qui ont été publiés l'année dernière, que les éléments semblent pouvoir s'intégrer partout, et les plus anciens, en fait, sont plutôt dans les régions non géniques, hétérochromatiques, à côté des centromères, etc. Donc, effectivement, il y a une on va dire, une exclusion, une sélection contre beaucoup les éléments qui arrivent dans les régions codantes ou près des régions codantes. Et il faut dire que le génome de l'Arabidopsis est assez compact, hein, donc les gènes ne sont pas très loin les uns des autres. Donc, en fait, pour les éléments les plus anciens, on les trouve plutôt dans les régions on va dire, non géniques, mais il y a aussi beaucoup de nouvelles insertions qu'on trouve aussi dans les régions géniques. Donc, en faisant une analyse, et donc ça c'est le travail de Leandro Codrana, en faisant une analyse très détaillée pour voir quel type d'éléments transposables, quelle famille et combien d'accessions partagent les mêmes familles ou en différentes familles, et là on parle d'une seule espèce, hein, c'était assez incroyable parce qu'ils ont trouvé qu'en fait, contrairement à ce que les gens pensent, que l'Arabidopsis est un génome sans, je dirais, un très grand intérêt par rapport aux transposants, en fait, c'est une espèce qui est encore très active de point de vue des éléments transposables. Donc, ils ont trouvé beaucoup de familles de transposants qui sont encore actifs, 130, je pense, en total. Chaque accession contient une différente sélection de ces éléments. Donc, en fonction de où cette plante se trouve dans le monde, on trouve plus ou moins de certaines de ces familles. Ça montre qu'effectivement, il y a beaucoup de potentiel de mobilisation des transposants chez ces plantes, beaucoup plus que chez l'humain ou chez la souris. Chez l'humain, je vous rappelle, il n'y a que quelques éléments, les lines, juste une dizaine de lines qui sont encore capables de bouger, et peut-être quelques ERV, mais globalement, l'humain est très calme par rapport à son momylome, alors que l'Arabidopsis est très, très actif. Donc, ils ont trouvé qu'effectivement, il y a en moyenne, chaque accession, donc chaque type de plante trouvée partout dans le monde, a une quarantaine de familles qui sont encore actifs, et en total, 130 familles. Et alors, le point peut-être le plus important par rapport au sujet d'aujourd'hui,
c'est qu'ils ont vu qu'en fait, en fonction d'où se trouvent ces plantes, on trouve différents types de familles. Et donc, par exemple, cet élément, ce transposant AT-Copia 78, il y a beaucoup de copies de ce transposant dans des plantes qui se retrouvent dans les climats qui ont des hivers très froids et des étés très chauds. Donc, en fait, où il y a une grande gamme de températures. Donc, beaucoup plus souvent chez ces plantes que dans d'autres. Donc, ça veut dire qu'effectivement, l'environnement semble déterminer l'activité des éléments qui sont présents dans ces différentes plantes. Mais aussi, et ça c'est aussi inclus dans leur publication, ils ont regardé s'il y a des déterminants génétiques qui peuvent influencer cette activité. Et effectivement, ils ont trouvé que, bien sûr, les transposants eux-mêmes ont des polymorphismes qui peuvent être corrélés avec l'activité ou pas d'une famille, mais aussi des gènes en trans, donc des facteurs, comme des facteurs de transcription, comme les facteurs épigénétiques. Donc là, on ne parle pas des crabs and fingers parce que ça, c'est chez les vertébrés, mais probablement les équivalents sont aussi très importants dans l'influence de la mobilité ou pas de ces éléments. Donc tout ça pour vous montrer qu'effectivement, la présence de ces éléments et leur activité est extrêmement corrélée avec, bien sûr, le génome et le fond génétique, mais aussi l'environnement, et donc peuvent avoir un rôle éventuel adaptif dans différentes situations. Donc voilà, ça vous rappelle que les éléments qui sont encore actifs peuvent quand même avoir une fréquence d'activité très élevée, qui peuvent contribuer de manière beaucoup plus importante à l'évolution que juste les mutations neutres, on va dire, et qu'il y a l'idée, comme pour Laurie, que je vous avais montré, qu'il y a des vagues de mobilisation qui peuvent arriver de temps en temps chez des différentes espèces ou dans des populations. Et donc là, je vais vous parler plus sur ces vagues d'activité qui pourraient éventuellement être liées à des stress, et en particulier, ça peut être des stress de différents types, mais ça peut être des stress environnementaux, par exemple quand une petite population ou un individu se trouve dans un nouveau habitat. Et donc là, je vais vous parler d'un sujet qui intéresse beaucoup de chercheurs, et en particulier en France, on a des grands spécialistes, y compris le laboratoire de Pierre Capy, sur les différentes espèces de drosophiles, cette mouche qui a été tant utilisée pour la recherche grâce à sa génétique et aussi ses caractéristiques très faciles à visualiser et à, on va dire, suivre au laboratoire. Et donc, en fait, déjà en 1913, il a été remarqué que dans les îles volcaniques de Hawaï, il y a une diversité de formes de drosophiles beaucoup plus importante que partout ailleurs qui a été regardé. Et donc, pendant des décennies, les chercheurs essaient de comprendre de quoi il s'agit. Donc, au départ, on pensait qu'il y avait 300 espèces différentes, donc quand même sur une surface tout petite. Et maintenant, on estime qu'il y a au moins 1000 espèces différentes de mouches. Et vous voyez la diversité dont je parle ici. Donc, je vous rappelle effectivement qu'au Hawaï, ces volcans sont encore bien actifs. C'est un habitat qui n'est pas très attirant ou accueillant, peut-être pour des animaux et des plantes. Mais il y a quand même une énorme diversité. Donc il y a plusieurs hypothèses, et là c'est une hypothèse parmi d'autres qui a été émise. Donc ici je vous montre, oui, c'est juste pour vous montrer qu'effectivement, si on regarde différentes parties des îles, on voit à quel point au niveau des ailes, les différentes formes et pigmentations ou colorations qu'on peut trouver entre ces différentes espèces. Alors comment on peut générer autant de diversité donc à partir de... Parce que l'idée, c'est que les fondateurs de ces colonies, en fait, sont venus des continents. Et donc, c'était certainement des toutes petites nombres au départ. Et comment ces petits nombres qui sont venus des continents et qui sont
passer d'une île à l'autre, pas si simple, comme je l'ai dit, ont pu générer autant de variations génétiques aussi rapidement. Et voilà, quelle était la pression? Donc là, c'est effectivement un problème très darwinien. Et donc, mais c'est un paradoxe, parce qu'effectivement, là, on a des bottlenecks, goulets d'étranglement, c'est ça, où on a juste quelques individus. Donc là, trop peu d'individus, c'est un stress en soi, parce qu'en fait, il n'y a pas suffisamment de croisements pour avoir un pool génique suffisamment important pour éliminer des mutations éventuellement délétères qui peuvent être là. Et en plus, un environnement qui est extrêmement stressant parce qu'effectivement, les volcans, il s'agit de chaleur extrême, d'une atmosphère chimique qui peut être extrêmement toxique aussi. Donc, comment ils ont réussi, ces petites mouches, à se diversifier et se propager aussi efficacement? Et voilà, les chercheurs commencent à imaginer que peut-être c'est les éléments transposables qui sont capables de forcer une évolution beaucoup plus rapide chez ces individus, justement parce qu'il s'agit d'une situation de stress. Et donc là, je vous rappelle ce que j'avais décrit un tout petit peu lors de mon tout premier cours. Donc, Barbara McClintock avait évoqué cette idée que le stress induit en fait une activation des éléments transposables beaucoup plus important, et ça peut générer donc une diversification des phénotypes. Et parce que nous sommes dans une situation où il y a plusieurs îles avec les volcans, des territoires qui sont bien isolés, on peut imaginer qu'effectivement cette diversification peut ensuite générer à une adaptation et à la présence des nouvelles espèces. Et donc ici, je voulais quand même souligner, alors je ne suis pas un biologiste de l'évolution moi-même, mais il a été évoqué en particulier dans cette revue, si ça vous intéresse, que en fait, pour pouvoir avoir des lignages qui sont riches en espèces, il faut avoir des éléments transposables actifs et très présents. Et donc ça, c'est un prérequis. Et donc l'idée, c'est que ces individus fondateurs qui se retrouvent dans des endroits assez isolés, volcaniques, qui subissent des stress physiologiques et génomiques, sont en fait dans une situation où effectivement on va dire une génération d'un dynamisme génomique plus importante. Alors, trop d'activité, trop d'activation, bien sûr, ça va générer une catastrophe, donc comme pour la hybride dysgénèse, hybrid dysgenesis, dont je vous avais parlé. Donc en fait, trop d'invasion et d'instabilité génomique peut être catastrophique, mais s'il y a un bon équilibre entre la présence des nouveaux allèles et sans avoir un taux de mutation trop important, on peut imaginer qu'effectivement la présence d'éléments transposables, une expansion d'éléments transposables peut générer des nouvelles traits morphologiques. Je vous avais montré les ailes et je vous rappelle ce que je vous avais montré tout à l'heure avec donc, le visage chez les chimpanzés et les humains où effectivement en apportant des éléments, des séquences, on peut varier le taux d'expression de gènes. Donc on peut imaginer que peut-être c'est ce type d'invasion ou d'instabilité des éléments qui sont présents et qui sont quiescents et qui sont réveillés par le stress qui fait qu'on va diversifier les phénotypes qui sont présents et les sélectionner pour mieux survivre. Donc voilà, l'hypothèse qui a été mise par plusieurs chercheurs maintenant, c'est que peut-être ce type d'environnement très stressant peut engendrer une réactivation et un réveil d'éléments transposables, soit qui sont effectivement mobiles et qui se dispersent dans des génomes et donc dans des populations, ou soit qui sont présents, quiescents et qui peuvent s'activer et influencer l'expression génique à côté. Donc voilà, quel type de stress, quand même, je voulais le rappeler. Donc là, c'est quand même pas très accueillant comme environnement, très beau, mais pas très accueillant. Donc, mais depuis des années, depuis des décennies, nous savons que soit des stress, on va dire, biotiques, donc comme je l'ai dit, l'intercroisement ou l'hybridation interspécifique, ça peut être un choc, un stress, ou les facteurs environnementaux comme la température,
qui peut avoir un impact sur les taux de transposition importants, donc ça c'est connu. Le choc de froid ou la radiation des UV ou la radiation des gamma ou les produits chimiques, les toxines, peuvent tous avoir une influence sur le taux de transposition. Et il a été montré, même chez la drosophile, qu'une exposition très courte à des vapeurs d'éthanol peuvent avoir un impact sur la mobilité des transposants. Donc ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas boire de temps en temps un verre de vin, hein, je vous rassure, mais dans certaines espèces, et surtout au cours du développement, une exposition à ce type de choc, stress, peut induire une mobilité ou une expression des éléments transposables. Donc l'idée, c'est qu'effectivement, avec tous ces stress, on peut imaginer une amplification dramatique du nombre de copies des transposants qui peuvent avoir un impact sur l'organisation des génomes, un peu comme ce que je vous avais montré pour le pulpe, où on peut avoir des gros remaniements génomiques à cause de ce type d'amplification, ou plus localement. Et donc ça, c'est très important parce qu'effectivement, ces changements qui peuvent être aussi subtils peuvent quand même permettre à l'hôte à survivre et donc être sélectionné dans ce type de situation. Donc tout ça, c'est très bien, mais c'est des hypothèses. Mais maintenant, de plus en plus, on peut commencer à chercher la réalité, c'est-à-dire est-ce que ces changements de taux de transposition sont réellement une cause ou une conséquence de l'adaptation, de la spéciation. Donc voilà, les expériences qui sont en train d'être faites, c'est par exemple déjà, juste avoir les séquences des génomes des individus, comme je l'ai dit pour les plantes, en fait, c'était très important d'avoir les génomes entiers des différents individus au sein des mêmes espèces pour voir quelle est la réelle contribution de la diversité des éléments transposables qu'on trouve, par exemple, dans ce type d'environnement extrêmement hostile. Est-ce qu'on peut voir des changements qui ont lieu grâce à un choc qui peut durer peut-être une génération ou deux. Donc, ce sont des choses qui peuvent même être récapitulées dans un laboratoire, avec les mouches, par exemple. Et donc, ça, c'est exactement le type d'expérience qu'il faut faire. Donc voilà, les éléments transposables peuvent bien sûr, je pense, être des outils de changement au cours de l'évolution, mais quelle est la nature exacte dans chaque situation? Peut-être la nature va être différente, mais ces situations de stress dont j'ai parlé, donc bien sûr, je vais faire le lien avec l'épigénétique. On sait que le stress peut relâcher les marques épigénétiques, peut ouvrir l'hétérochromatine dans certains contextes. Mais on sait aussi que le stress peut activer certains facteurs très spécifiques, des facteurs de transcription, qui, eux, peuvent aller s'associer avec les éléments transposables. Donc, il faut avoir en tête qu'effectivement, les conditions de stress peuvent avoir un impact au niveau transcriptionnel via au moins deux routes différentes. Et je dirais la route de l'épigénétique est juste une des possibilités. Et donc, tout ça, je viens de vous le dire, qu'effectivement, on peut avoir un taux de mutation plus important. Et ces mutations peuvent être utiles parfois et donc adaptatives. Et donc, effectivement, ces éléments transposables qui peuvent répondre au stress peuvent être extrêmement utiles au cours de l'évolution. Donc, en fait, ce que je voulais rappeler ici, c'est exactement ce que McClintock avait proposé. Quand elle a découvert la mobilité des transposants chez le maïs, elle avait effectué une série d'expériences dans les années 40, d'abord avec les rayons X où elle irradiait les plantes, et ensuite où elle avait trouvé cette astuce pour générer des cassures des chromosomes en induisant ce qu'on appelle les breakage fusion bridge cycles. Et donc, en fait, c'est comme ça qu'elle avait proposé, où en fait, la cassure des chromosomes semblait générer un état une capacitation des éléments transposables d'agir. Et donc ça, je ne vais pas reparler de tout ça parce qu'on l'a couvert lors du premier cours, mais je pense que ce qui est important de rappeler, c'est qu'elle avait vraiment proposé que ce type de choc génomique qui peut être induit par un stress environnemental ou inné est fait peut-être justement pour induire une diversification grâce à des éléments transposables quand il y en a encore qui sont actifs. Donc là,
l'idée, c'est qu'effectivement, elle se posait la question à l'époque, d'où viennent ces éléments, les premiers éléments qu'elle avait décrits, les DS et AC, l'élément autonome et tous ces allèles non autonomes qui pouvaient quand même bouger. Et donc, elle avait proposé que c'était effectivement dans les années 40, quand elle avait commencé à générer ces cassures chez ces plantes, que peut-être ça a réveillé des éléments qui étaient alors quiescents et qui étaient présents dans l'hétérochromatine. Alors, comment et pourquoi le stress réveille l'hétérochromatine? Donc là, on a déjà parlé de ça dans mes cours précédents. Et parce que je ne veux pas non plus remontrer tout ce qu'on a déjà discuté, je vais juste rappeler qu'effectivement, par exemple, le heat shock, le choc thermique, peut induire donc tout un panel d'expression, l'expression de plusieurs gènes, et peut avoir un effet aussi sur l'hétérochromatine. Donc ici, on sait que le choc thermique peut induire la présence de certains facteurs, par exemple le heat shock factor 1, qui va être relayé dans le noyau et lui va activer un certain nombre de gènes, et en particulier des gènes qui sont importants justement pour tamponner les dégâts qui peuvent être dus à un choc thermique. Donc, il active des gènes comme ces chaperones qui s'appellent heat shock proteins. Donc, en fait, c'est tout un processus qui a quand même évolué pour protéger l'individu. Donc, ces facteurs sont activés dans ces contextes. Et peuvent aussi donc, induire des signaux entre les cellules pour avoir une réaction, on va dire, de protection et de réparation. Mais alors, ce qui a été remarqué, maintenant il y a pas mal de temps, c'est qu'effectivement, quand ce choc thermique est induit, on voit que la plupart du reste du génome est éteint. Ces gènes spécifiques sont activés parce qu'ils sont là pour protéger, pour tamponner les protéines qui sont peut-être défaillantes, etc. Mais on voit que l'hétérochromatine peut être, elle, activée. Donc le stress va, on va dire, diminuer l'expression de la plupart des gènes et réveiller peut-être l'hétérochromatine. Donc les régions les plus touchées sont les régions, on appelle ça péricentriques. Là, il y a beaucoup d'hétérochromatine, beaucoup de transposants qui sont présents. Et donc, l'idée, c'est qu'effectivement, ce type de stress peut peut-être réveiller, et chez la drosophile, c'est le cas, l'activité des éléments transposables. Et donc, voilà un cas où on sait qu'un stress thermique peut vraiment influencer la mobilisation, l'expression et la mobilisation d'éléments transposables. Il y a d'autres exemples, maintenant plus récents, encore chez les plantes. Là, il y a des transposants qui sont bien sûr très égoïstes et très malins. Ils profitent des situations de stress pour vraiment être activés qu'à ces moments-là. Donc là, c'est l'exemple parfait de cohabitation, parce qu'en fait, ils ne vont pas, on va dire, interférer avec l'organisme tant que tout va bien, mais au moment du stress, ils profitent de ces moments parce qu'ils utilisent le promoteur de ces éléments transposables, Hansen, est reconnu par des facteurs du hôte, de la plante, qui est la réponse au choc thermique. Et donc, ces facteurs de transcription vont justement aller activer ces éléments transposables. Donc voilà, ces éléments qui se cachent, on va dire, peuvent se révéler que pendant ces moments-là. Et là aussi, vous pouvez imaginer que ça peut contribuer, bien sûr, à une adaptation dans des situations particulières. Je reviens aux exemples que je vous avais montrés tout à l'heure chez le riz et chez Arabidopsis. Et donc là, encore un exemple. Ici, il s'agit d'un élément chez les mammifères, les éléments sign, qui, eux, ne sont pas autonomes. On en a déjà parlé. Donc, chez la souris, c'est des éléments B2. Chez l'humain, c'est les éléments ALU. Ils ont besoin, pour bouger ces éléments, ils ont besoin des lines. En tout cas, ce qui est clair, c'est qu'il a été montré qu'avec un choc thermique, ces éléments sont exprimés. Ils produisent de manière très spécifique un ARN qui, lui, va aller... Et donc, ils sont transcrits par la polymérase 3, l'ARNA polymérase 3. Donc, avec le choc thermique, ils sont transcrits. Et ils vont s'associer avec cette autre polymérase 2, qui, elle, est la polymérase qui est censée réguler la plupart de nos gènes.
et va participer à la répression génique plus générale. Donc, je vous avais parlé tout à l'heure de la répression de la plupart du génome, mais en fait, c'est peut-être grâce à, en partie, l'expression, l'activation de ces éléments répétés qui peuvent aller, l'ARN va aller s'associer avec la pôle 2 justement pour participer à la rendre incapable d'exprimer correctement les gènes ailleurs dans le génome. Donc là aussi, effectivement, le stress, en tout cas le choc thermique, peut avoir une influence sur les éléments transposables et via les éléments transposables sur la régulation des gènes. Donc tout ça, c'est très bien. Donc on a parlé de l'impact du stress sur les éléments transposables, l'impact du stress sur l'hétérochromatine, l'activation, l'ouverture de la chromatine. On en a déjà parlé des différents types de stress sur la chromatine. La semaine dernière, je vous avais montré aussi qu'effectivement, les stress réplicatifs ou les stress nutritionnels peuvent influencer l'état de la chromatine. Donc tout ça m'amène à la question, est-ce que finalement, l'épigénétique et les marques épigénétiques peuvent réellement contribuer à l'évolution. Et alors ici, je vous montre un exemple très simpliste. Donc, il s'agit encore d'une plante et l'idée, c'est que avec un stress de l'environnement, ici il s'agit des chenilles qui viennent manger les feuilles, on peut avoir une induction de défense par la plante qui va produire peut-être effectivement des petits ARN avec une possibilité d'induire, de changer l'état transcriptionnel et donc de défense de cette plante. Et donc peut-être générer un phénotype qui peut protéger la plante contre ces chenilles qui viennent la manger. Alors, est-ce que les changements épigénétiques peuvent réellement contribuer à cela ? Je pense que maintenant que vous avez entendu tout ce que j'ai dit sur les éléments transposables, vous voyez bien qu'en fait, on peut très bien imaginer qu'il s'agit en fait de l'exploitation de ces éléments transposables, soit pour créer des nouveaux allèles, ou peut-être pour influencer l'expression des gènes à côté. Mais donc là, c'est souvent la question qui est posée, à quel point finalement on peut avoir une influence via l'épigénétique. L'environnement peut avoir un impact sur le phénotype donné qui pourrait être même lamarckien. Et alors moi je maintiens qu'effectivement, même si effectivement dans des situations de stress où on peut avoir une réponse adaptative qui est due à des éléments transposables, et même si cette réaction pourrait être plutôt épigénétique via les épiallèles, en fait, il y a très très peu d'exemples où on sait qu'un épiallèle qui a été induit par un stress est transmis à travers les générations. Donc ça veut dire qu'effectivement, on peut avoir un changement d'expression ou de l'état de la chromatine d'un allèle dû à un stress. On peut le voir parfois passer 1 ou 2 générations, mais en général, c'est très souvent, c'est perdu. Donc en fait, ce qui est plus probable dans beaucoup de cas, et en particulier chez les mammifères, parce qu'on sait que chez les mammifères, les marques épigénétiques sont reprogrammées dans la lignée germinale. On en a parlé très souvent de ça. Donc en fait, probablement, ce qui se passe, c'est que ce stress qui peut induire un changement va en fait induire une réexpression et peut-être remobilisation de certains éléments transposables et ça peut générer des nouveaux allèles. Donc ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des épiallèles qui sont stables. On en a parlé, je vous avais montré plusieurs exemples d'épiallèles qui sont stables, agoutis et aussi chez les plantes, il y en a. Mais à ma connaissance, il n'y a pas d'exemple où c'est l'environnement, c'est un changement qui a été induit et qui est ensuite propagé que via ces épiallèles, c'est-à-dire que via l'état épigénétique. Mais donc voilà, donc je pense qu'effectivement, le lien entre l'environnement, les changements épigénétiques et l'évolution, très souvent, peuvent passer via les éléments transposables, pour être simple. Donc voilà, je vais aussi quand même vous parler un tout petit peu de cette notion quand même d'épigénétique évolution qui a été évoquée aussi par Waddington. Donc dans une situation classique
où il y a sélection naturelle, on imagine qu'effectivement, dans une population, il y a des altérations, des mutations qui font que dans la population, il y a des individus qui pourraient éventuellement avoir un avantage. Et donc, ces individus vont être sélectionnés, amplifiés dans la population. Donc ça, c'est, on va dire, l'exemple classique. Mais alors, un autre modèle qui a été proposé par Waddington, donc dans les années 40, c'était le modèle de canalisation, où là, l'idée, c'est que dans la population, il y a, on va dire, des phénotypes qui sont masqués. Et c'est là où, je pense, le parallèle avec les éléments transposables peut tout à fait être émis. Et qui peuvent être démasqués dans de contextes et perturbations environnementales. Et donc, il peut y avoir une sélection pour ces phénotypes adaptatifs au cours des générations. Donc, ça veut dire que l'ADN est toujours le même, mais que peut-être il y a des changements chromatiniens qui font que ces phénotypes sont révélés. Donc peut-être l'activation spécifique d'un gène. Donc voilà, l'idée c'est que peut-être dans ce modèle, il y a des nouveaux phénotypes qui sont induits par des stress environnementaux et qui sont présents, inhérents dans la population, mais qui ne changent pas globalement le génome de la population, et qu'ensuite il y a une sélection positive pour ces phénotypes à travers les générations. Et donc on les retrouve fixés. Donc en fait, ça c'est l'idée de la canalisation, des caractères acquis par Waddington. Et là, je pense que le lien avec les éléments transposables, vous allez voir comment on est en train d'imaginer. Donc on sait qu'il y a ces protéines dont je vous avais parlé qui sont là induites par le choc thermique. Il y a tout un panel de ces protéines. Et il a démontré que quand on a une mutation dans ce type de gène, par exemple chez la drosophile, on induit une situation d'une diversité de phénotypes beaucoup plus importante. Et donc, ça a été débattu pendant très longtemps. Est-ce que c'est génétique? Est-ce que c'est épigénétique? Comment, en fait, ces mutants peuvent influencer phénotypiquement les individus? Donc, un taux de phénotype variable beaucoup plus important. Donc, il y a plusieurs de ces protéines, et en particulier cette protéine HSP90 a été décrit comme étant effectivement un tamponneur de la variation génétique, parce que effectivement, quand il y a des protéines qui sont un tout petit peu variantes, effectivement, elles ne sont pas présentes, parce que cette protéine les prenne en charge pour les éliminer. Et donc, on a ce qu'on appelle un découplage entre le phénotype et le génotype. Ces mutants, ces protéines mutantes peuvent être là, mais en fait sont masquées par ces protéines comme HSP90 pour tamponner cette variabilité, mais qui peuvent être révélées dans des situations particulières, par exemple dans des situations de stress. Donc, alors, il a été vu qu'effectivement, avec des mutants ou une inhibition de ces protéines, on a ces phénotypes anormaux qui commencent à apparaître de manière beaucoup plus importante au cours des générations, et donc pas de manière mendélienne, mais il n'y avait pas d'explication de comment ce phénomène apparaît. Et alors, très récemment, un papier est sorti, et là, je pense que c'est un peu dans l'air du temps, pour voir comment ce type de facteur peut influencer les éléments transposables et donc, du coup, les phénotypes associés. Il s'avère que cette protéine, elle a donc un rôle aussi sur la régulation des transposons et les régulations géniques. Et donc là, je vais aller un peu plus vite parce qu'il faut que je termine. Mais en tout cas, il a été montré dans ce papier qui vient de sortir que HSP90 est capable en fait de tamponner la variation d'expression génique qui peut être apportée par des éléments transposables qui sont présents dans des génomes et qui peuvent être polymorphiques entre les génomes, entre les individus. Donc on peut avoir la présence sur un allèle de ce type de rétrotransposant, mais pas sur l'autre. Et en fait, on ne voit pas les conséquences de la présence de cet allèle parce que apparemment, HSP90 est capable de le masquer. Et comment il le fait? En fait, ça ne sera pas une surprise pour vous, mais c'est via justement le facteur TRIM28-kappa. Donc HSP90 semble coopérer avec la machinerie de répression des éléments transposables
dont je vous avais parlé beaucoup. Donc c'est cette protéine qui ramène la machinerie épigénétique pour justement empêcher l'activité des transposants qui sont reconnus et éteints. Donc ce facteur est capable de recruter cette machinerie. Et quand on inhibe HSP90, et il y a des inhibiteurs connus spécifiques qui existent, là on voit non seulement qu'on réactive ces éléments transposables, mais en plus on a un impact sur les gènes à côté. Et ici, vous ne voyez pas, mais c'est des tissus différents. Là, c'est l'ovaire, le testis, le poumon, le rein. Et en fait, les chercheurs ont regardé quels sont les gènes qui sont affectés quand on inhibe HSP90. Et ils ont trouvé qu'effectivement, ce sont les gènes qui se retrouvent à côté de ces éléments transposables qui sont, eux, réactivés ou en fait ne sont plus réprimés. Donc dans le contexte de l'absence de HSP90, quand on inhibe ce facteur, on déréprime ces facteurs et donc là on peut commencer à produire l'expression d'un gène de manière anormale. Et dans un contexte des individus polymorphes comme nous, comme l'humain, et là ils ont fait ça dans des individus polymorphes chez la souris, comme ça ils savaient exactement d'où venait la laine, on voit très bien que l'impact qu'on voit sur le gène, c'est quand même dû à la présence de ce transposant, mais influencé par son état épigénétique. Et donc ces facteurs qui sont capables de démasquer ces phénotypes semblent le faire, en tout cas dans ce contexte-là, semblent le faire via les éléments transposables ou les reliques qu'on trouve dans des génomes. Donc voilà, tout ça pour dire qu'effectivement, ce type de facteur qui était connu depuis longtemps comme étant, on appelle ça un capacitateur de l'évolution, semble jouer peut-être un rôle aussi important, pas que pour la protection, le tamponnage, on va dire, des protéines défectueuses, mais aussi pour contrôler, réprimer les éléments transposables, certains éléments transposables qui se retrouvent dans des génomes. Donc, voilà, je vais terminer, parce que je vous avais promis de parler de ça, de comment, l'évolution du cancer. Parce que, comme je l'ai dit, c'est très difficile de suivre l'évolution, on va dire, dans des conditions normales, mais au cours des millions d'années. Mais dans le contexte du cancer, c'est plus facile à imaginer, c'est une micro-évolution qui se passe. Le problème, c'est que le génome bouge beaucoup, l'épigénome aussi. Et les cellules tumorales sont sujettes à tout type de stress, hypoxique, métabolique, réplicatif. Comme je l'ai décrit la semaine dernière, il y a différents types de stress et surtout dans un cancer, on peut imaginer tous ces types de stress apparaître. Et donc, ici, je vous montre très simplement un gène, un proto-oncogène qui n'est pas exprimé de manière anormale et son entourage d'éléments transposables ou de reliques qui se trouvent ici, qui sont la plupart des cas inactifs dans une situation normale. Donc là, en gris, c'est quand c'est pas du tout exprimé, donc bien réprimé avec TRIM28-Cap1, la méthylation de l'ADN, ou ça peut être réactivé dans certaines situations. Et justement, dans le cancer, on a parlé beaucoup l'année dernière des changements épigénétiques globaux qu'on trouve dans les tumeurs, où il y a une déméthylation globale très souvent qu'on trouve, et qui peut affecter les éléments transposables. Et en fait, ce qui a été proposé maintenant, en regardant de plus en plus de génomes et d'épigénomes des tumeurs, c'est qu'au sein d'une tumeur, on peut avoir un changement d'état épigénétique des éléments transposables ou de leurs reliques, qui peuvent donc du coup commencer à faire apparaître des nouveaux promoteurs ou des nouveaux enhancers. Donc là où on avait un gène qui n'était pas en train de produire une protéine de manière anormale, quand on déméthyle le génome ou quand on a un changement d'état de ces éléments chromatiniens ou autres, on peut commencer à activer ces éléments et ça peut influencer ou même faire partie d'une partie d'un gène à côté. Donc ça peut rendre un oncogène en proto-oncogène en oncogène dans une situation tumorale. Et
ce que nous savons maintenant, c'est qu'effectivement, ces états épigénétiques des éléments transposables, surtout dans un contexte tumoral, sont très variables. Donc, c'est une population des cellules qui est très variable. Donc, on peut très bien imaginer qu'on peut trouver juste la dose d'expression qu'il faut pour influencer un gène à côté, pour qu'ensuite, tout de suite, il y a une sélection positive, parce que ces cellules peuvent proliférer de manière plus importante que leurs voisines. Donc on pense qu'effectivement, cet ADN poubelle, ces éléments transposables, les reliques partout, peuvent être démasqués aussi dans une situation de cancer où il y a différents types de stress, que ce soit stress génétique ou génomique ou stress environnemental, et donc peuvent faire apparaître des nouveaux oncogènes. Et donc l'idée là, c'est que l'ADN, ces séquences sont là, ce n'est pas forcément une mobilité, une mobilisation de ces éléments, c'est juste la réexpression de ces éléments, parce que, comme je l'ai dit, il y a très peu d'éléments transposables chez l'humain, par exemple, qui sont encore potentiellement actifs. Donc de plus en plus, en regardant les génomes des cancers, on ne pense pas qu'il y a beaucoup de mobilisation des nouveaux éléments, c'est plus une exaptation, on va dire, une onco-exaptation des éléments existants pour influencer les gènes à côté. Et donc, ça, c'est très important à garder en tête, parce que puisque l'ADN ne change pas forcément dans ce cas-là, là, on peut vraiment parler d'un impact épigénétique. C'est quelque chose qu'on pourrait imaginer est traitable, c'est-à-dire réverser cet état épigénétique pour réprimer ces éléments, pour les cibler. Donc, et ici, je voulais vous montrer un exemple, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, si ça vous intéresse, vous pouvez regarder en détail, mais en tout cas, il y a ces ARN no codants qui semblent apparaître comme des oncogènes dans différents types de tumeurs. Donc ça, c'est quelque chose qui est très activement recherché maintenant, à quel point ces nouveaux transcrits, soit via le transcrit lui-même, soit via l'influence qu'il peut apporter sur les gènes voisins, peut avoir une influence sur la tumorigénèse. Et ici, en fait, il s'agit de toute une voie qui est affectée via des protéines qui sont dans les mitochondries. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en tout cas, voilà un peu comment cette onco-exaptation semble être importante dans le cancer. Donc voilà, je vais terminer. C'était un peu rapide à la fin, je suis désolée, mais je ne voulais pas être en retard pour le séminaire qui va commencer bientôt. Donc je voulais terminer avec la toute première diapositive que je vous avais montrée lors du premier cours. Donc je vous avais dit de manière très exhaustive il y a quelques années que dans la plupart de nos cellules, le génome est quand même le même. Un génome, plusieurs profils d'expression génique et plusieurs épigénomes. Et donc, grâce aux études de Gordon et de Briggs et King avant lui, nous savons qu'effectivement, au cours du développement, le génome ne change pas tant que ça. Mais je pense qu'à la fin de cette série de cours, vous avez vu que finalement, le génome, il est quand même assez dynamique. Au sein de l'individu, pas tant que ça, mais quand même. Et au cours de l'évolution, beaucoup. Et donc, on pense qu'effectivement, ce génome dynamique est dynamique parce que ces éléments mobiles sont capables de le dynamiser. Et donc, voilà, pour chaque tissu, on a les gènes spécifiques qui sont actifs et les autres gènes inactivés. Voilà. Et là, ce que je vais rajouter de manière très schématique, c'est ces éléments transposables. Alors qu'on pensait que c'était juste la poubelle ou des éléments qui allaient être nocifs, on réalise maintenant que c'est réellement grâce à ces éléments, pour une grande partie, que nous avons ces profils d'expression si ciblés, si spécifiques dans différents organes et entre différentes espèces. Donc ça, c'est vraiment pour vous dire que la tapisserie du génome est faite par ces éléments répétés, ces éléments transposables. Donc pour résumer, effectivement, chaque cellule d'un individu a quand même les mêmes gènes, quasiment, et les identités des cellules dépendent de l'expression de ces gènes. Ces profils d'expression sont mis en place par des facteurs de transcription, eux, contrôlés par les voies de signalisation, les informations de position, etc., et ensuite maintenus par les mécanismes épigénétiques. Mais
les éléments transposables et les séquences qu'elles peuvent apporter, qui sont très souvent des séquences qui peuvent fixer, par exemple, des facteurs de transcription ou cibler des facteurs de répression, peuvent aussi contribuer à ces réseaux de régulation et générer aussi des profils très spécifiques entre espèces d'expression. Et donc on pense que la spéciation, en tout cas la variation, peut être très facilement comprise maintenant qu'on commence à comprendre le rôle que jouent ces éléments. Et donc ces éléments peuvent contribuer à la diversité somatique. Je vous avais montré des cas des jumeaux lors du tout premier cours. On va voir si ces jumeaux qui ont été, un jumeau qui a été envoyé à l'espace et l'autre pas, on va voir une fois que son génome et ses génomes sont bien comparés à quel point il y a eu une activation ou pas des éléments transposables. Je suis très curieuse de voir le résultat de cette analyse de NASA. Et aussi, j'espère que je vous ai convaincu aujourd'hui que ces éléments mobiles contribuent surtout à l'évolution rapide qui a besoin de se faire parfois face à des stress environnementaux. Et puis, bien sûr, le point important dans le contexte de mes cours ici, c'est que ces éléments sont quand même ciblés par les processus épigénétiques. J'ai même parlé du fait qu'il a été postulé que des machineries épigénétiques pourraient évoluer juste pour gérer la présence de ces éléments envahisseurs, y compris la machinerie de RNAi. Donc, clairement, c'est une collaboration au cours du temps, mais en tout cas, les deux peuvent participer pour justement permettre la mise en place des programmes d'expression génique qui peuvent être donc stables, héritables, mais réversibles au cours du développement, par exemple. Donc, je pense que le rôle que joue l'épigénétique dans le contrôle des éléments transposables est absolument clé. Et très certainement, dans les années qui viendront dans mes cours, je vais revenir sur ces éléments comme partie fondamentale de compréhension des processus. Donc voilà, je vais terminer. Aujourd'hui, c'est la journée de la femme. Et voilà une femme qui était remarquable, Barbara McClintock, que je n'ai pas eu la chance, moi, de rencontrer, mais la personne qui va donner le séminaire, lui, a travaillé dans le même laboratoire ou dans le même institut qu'elle pendant très longtemps et a été très inspirée par elle, Barbara McClintock. Donc, prix Nobel, je pense la seule femme d'avoir eu un prix Nobel seule en 1983 pour sa découverte des éléments mobiles en utilisant donc cette plante magnifique maïs. Voilà. Donc, merci beaucoup pour votre attention.